Bonjour et bienvenue pour cette deuxième conférence de cette deuxième journée de la semaine de la robotique. Alors, on ne pouvait pas parler de robotique et d'industrie de demain sans parler de collaboration. Et c'est d'ailleurs le thème qu'on va aborder maintenant. Robotique et collaboration, comment rendre l'usine agile? Et c'est pour ça qu'on a l'honneur d'avoir avec nous notre partenaire Omron pour nous accompagner sur cette problématique de la collaboration et de la mobilité. Et donc, je vais demander à Astrid et Denis de nous rejoindre. Bonjour à tous les deux. Déjà, je vous propose de vous présenter. Bonjour, donc Astrid Permezel, ingénieure commerciale chez Omron. Donc Omron, une société de 37 000 personnes qui produit entre autres des produits pour l'industrie, des produits qui permettent de rendre l'usine agile. Et on a été les précurseurs en robotique mobile. Donc plutôt un très bon partenaire pour cette thématique. Donc Denis Perretin, NJ Solutions, responsable de l'activité robotique. Et donc je me présente moi-même, Camille Delessal. Je travaille avec Denis sur l'installation et la mise en place de ce magnifique bâtiment qu'est le Centre d'expertise robotique. On va se poser une première question. Comment la robotique peut introduire la mobilité dans l'usine? Et peut-être avant de se demander comment, se demander pourquoi. Pourquoi on a envie de mettre de la mobilité dans les usines? Tout simplement parce que, comme on disait depuis ces premiers jours, là, on est sur de la flexibilité, dit flexible, donc mobilité, et forcément on va aussi y penser implantation, et puis on va aussi y penser flux, donc tous les flux, donc la mobilité, les robots mobiles et tout ce qu'on peut voir naître aujourd'hui permettent justement de rendre tout ça, on va dire aujourd'hui, opérationnel. Voilà. D'accord. Et du coup, pour permettre cette flexibilité et cette mobilité, pourquoi est-ce que la robotique est intéressante? La robotique, justement, par naissance, en fait, depuis le début que les robots sont venus, on disait, bah oui, on peut les requalifier dans un autre domaine, faire d'autres tâches. Quand on regarde bien, ça arrivait très peu. Donc là, aujourd'hui, par contre, on arrive vraiment dans cette ère-là. C'est-à-dire que les gens qui disaient ça avant étaient un peu futuristes, quand même, puisque aujourd'hui, le robot devient donc mobile. Et en plus, là, il est vraiment affecté à des tâches totalement différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une industrie, les flux ont complètement changé. On est sur des choses où on va produire à un moment une sorte de produit, puis après on va passer à une autre, etc. Et là, le robot a toute sa place justement pour ne pas avoir de grosses machines, des machines qui sont dédiées à un produit. Et là, on est, le robot, il se requalifie dans d'autres domaines. Et puis, du coup, là, il est proche de l'homme, puisqu'il va commencer à être très proche de l'homme, justement, parce que l'homme est capable de s'adapter. Il faut que la machine, aujourd'hui, soit capable de s'adapter. Du coup, on parle de robots proches de l'homme. C'est à ce moment-là qu'on parle de robots et de collaboration? Comment on qualifie un peu cette collaboration qu'a l'homme avec le robot? Tout à fait. Du coup, on va parler de robot collaboratif. Parce que qu'est-ce que c'est un robot collaboratif? C'est un robot industriel. C'est un robot qui va avoir des caractéristiques mécaniques intéressantes. Mais en plus de ça, on va lui ajouter des éléments de sécurité en plus. Donc, par exemple, on va lui ajouter la sécurité au niveau des efforts, la sécurité au niveau des couples, la sécurité au niveau de la position et la sécurité au niveau de la vitesse. Tout ça, ça va nous permettre de créer des applications de collaboration. Donc, comme vous l'avez dit, on va créer des nouvelles applications avec différents niveaux de collaboration. Donc, le premier niveau de collaboration, on le présente ici. Donc, on va avoir un robot, un cobot à proximité de l'humain. Donc, les gens vont circuler autour et on va pouvoir avoir des gens autour. Donc, ça veut dire que là où on est aujourd'hui, un robot comme celui-ci en fonctionnement, on pourrait être à cet endroit-là en train de poser des cartons ou bouger autour du robot. Tout à fait. Alors après, on va étudier l'analyse de risque pour répondre correctement à l'application en question. Mais on va pouvoir avoir ce premier niveau de collaboration avec le robot à proximité. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ça permet en fait d'avoir une plus petite empreinte au sol au niveau de l'usine. Ces robots, ce qui est chouette, c'est qu'on peut les mettre sur une ligne et ça va être très flexible, très simple d'utilisation. Ils sont petits, simples à intégrer.
Donc ça va être le premier niveau de collaboration. Le deuxième niveau de collaboration, c'est, imaginons qu'on a une personne qui travaille sur une ligne et qu'en même temps, on est le robot qui doit travailler sur la même ligne. Donc imaginons que la personne doit déposer une vis et le robot, lui, va venir visser la vis ensuite. Donc ça peut être aussi une autre démarche de collaboration. Ils ne travaillent pas ensemble réellement, mais ils vont travailler l'un après l'autre. C'est comme si, par exemple, sur cet applicatif, moi je venais poser un carton et c'est le robot qui prenait le carton et l'emmenait après moi en fait, c'est ça ? On peut imaginer ça. D'accord. Et donc du coup, après on a un dernier niveau de collaboration où cette fois-ci on va essayer de travailler sur les thématiques de TMS. Donc par exemple, on a des clients qui ont des problématiques sur une boîte à ouvrir. Ça rend compliqué toute la journée d'ouvrir la boîte. Et donc le cobo va venir ouvrir la boîte, la personne va faire ce qu'elle a à faire, déposer un produit ou je ne sais quoi. Et dans ce cas-là, on aura vraiment les deux qui travaillent ensemble. Ça peut être un niveau de collaboration qui est aussi intéressant. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le robot va ouvrir la boîte pour la personne et ils vont travailler sur le même temps en fait, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Voilà. Et donc une autre caractéristique du robot collaboratif, c'est qu'il est plus simple d'utilisation. Parce qu'en fait, il a été pensé de façon à être utilisé par des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec du robot. Donc par exemple, sur ce robot, on a un bouton et on peut le déplacer pour l'emmener où on souhaite et créer un nouveau programme. Et donc ça va nous permettre de l'intégrer sur l'usine de façon très flexible. D'accord, merci Astrid. Et du coup, on parle d'implémentation et d'implantation de ces robots dans l'usine. Du coup, Denis, je me tourne vers vous. À quoi on doit faire attention quand on implante un robot de ce type-là, un robot collaboratif, dans une usine en tant qu'intégrateur? Qu'est-ce qu'on regarde ? Astrid l'a bien mentionné, on l'a mentionné déjà avant, toujours l'analyse de risque. Toujours qu'est-ce qu'on transporte, qu'est-ce qu'on va faire avec. Tout ça redevient encore, là on est sur de la collaboration entre hommes et machines, donc forcément on a toujours ce danger potentiel qu'on doit canaliser, et puis du coup on va mettre les protections spécifiques à ça. Derrière, ces robots-là, là on a une application où le carton arrive, on va le prendre, soit le poser sur une palette ou alors le mettre sur un chariot mobile. On est tout à fait dans l'espace de la collaboration. C'est-à-dire que c'est des tâches qui sont, on va dire, banales. Dans une usine, c'est banal, on prend un carton, on l'emmène, voilà. Donc là, on va passer à la partie robotique et donc du coup, il va falloir qu'on fasse l'interface, pourquoi le robot va se déplacer d'un endroit à un autre. Donc tout ça, ça c'est le rôle de l'intégrateur. S'interfacer avec les autres machines, regarder un petit peu tout ce qui va se passer autour de tout ça. Et puis le robot par lui-même, on en reparlera je pense un petit peu après, c'est un robot mobile, mais qui est une quasi-machine. C'est pas une machine toute seule, elle sait rien faire. Donc là, on va lui rajouter des choses dessus et en fait, ça devient le préhenseur. Si on parle robot classique, on va dire c'est le préhenseur. Donc là, ça va être un convoyeur, ça va être je ne sais quel... on peut tout imaginer maintenant, on peut transporter plein de choses. Voilà. D'accord, donc si je résume, quand on parle de robot et de mobilité, donc on a le robot en tant que tel qui va apporter de la flexibilité et de la collaboration. On a l'implantation du robot qui va permettre cette collaboration et bien sûr de s'assurer de la sécurité. Et du coup, j'imagine qu'il y a un troisième levier un peu qui est celui des flux à l'intérieur de l'usine. Parce que du coup, si on veut de la collaboration, ça veut dire qu'il va y avoir des personnes autour du robot et autour de ces flux. Ça change un peu les choses ou... Disons qu'il va falloir qu'on étudie la stratégie d'apport de matière à un opérateur ou à une autre machine. Donc il va falloir qu'on étudie tout ça. Donc ça se fait forcément en collaboration avec l'industriel. Et là, on va vraiment regarder déjà le nombre de robots, l'occupation. Ça fait un petit peu comme un taxi. J'aime bien l'image qu'on avait évoquée avec Astrid il y a peu de temps, où en fait, vous l'imaginez, c'est un taxi. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton et c'est celui qui est le plus proche qui va aller voir, et puis suivant le voyage, est-ce qu'il a assez d'essence ou pas assez d'essence. Donc c'est un petit peu ça, et tout ça c'est géré informatiquement bien sûr, et là Omron a un beau produit par rapport à ça, donc et voilà, c'est un taxi, ça devient une station de taxi, n'est-ce pas
Bah, tout à fait, hein. Nos robots mobiles, donc contrairement aux AGV qui doivent suivre un chemin prédéterminé parce qu'il y a des infrastructures spécifiques pour cela, nos robots mobiles ils vont être capables de naviguer naturellement dans l'usine sans avoir besoin d'apprendre en particulier un trajet. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on vient installer nos robots mobiles? C'est qu'on va cartographier l'environnement. On va pouvoir comme ça identifier les pièces qui sont fixes et le robot va pouvoir naviguer automatiquement. Donc comme vous le dites, il va se comporter comme un taxi. On va avoir quelqu'un sur la ligne qui va demander par exemple d'apporter des composants et dans ce cas-là, il y a un robot mobile qui va se dépêcher d'aller lui rapporter les composants. Et ce qu'il y a en plus d'intéressant, comme le soulignait Denis, c'est qu'en fait, on va avoir un chef d'orchestre qui va pouvoir gérer plusieurs robots. Donc chez nous, on l'appelle le fleet manager. C'est lui qui va être responsable des différentes tâches que toute l'usine demande. Donc on peut avoir une machine A qui demande à un robot mobile de lui apporter un carton. On peut avoir une personne sur une ligne qui lui demande d'apporter des composants. Et le fleet manager, lui, il va gérer en fonction de l'urgence et de l'importance, et aussi de la proximité des robots par rapport aux différentes lignes. Donc comme ça, on va apporter plein de flexibilité, et c'est le fleet manager qui va pouvoir décider comment gérer l'ensemble. Donc en plus de tout ça, quand Denis ou quand vous allez venir sur site et que vous allez, après avoir cartographié l'environnement, vous allez apprendre un espèce de code de la route. Ce qui va se passer, c'est que vous allez indiquer au robot, dans telle zone, il faut que tu travailles à telle vitesse, dans telle zone, il faut que tu travailles sur la droite pour laisser passer les opérateurs à gauche. Tout ça, ça va être configurable, paramétrable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça va être reconfigurable et reparamétrable. Si votre usine, elle bouge, parce que imaginons que vous deviez changer de production complètement, vous allez juste avoir à replacer la nouvelle carte, l'intégrer directement au niveau du robot, et il va être capable de naviguer tout seul. Donc ça, que ce soit un robot ou plusieurs robots. Donc ça veut dire qu'on va apporter en même temps de la mobilité, une vraie flexibilité, c'est ça? En fait, ce petit robot mobile, c'est ça? C'est ça dont vous êtes en train de nous parler? Tout à fait. Ça devient un code de la route en fait. Le logiciel, c'est le code de la route. C'est-à-dire que voilà, à un moment, il y a des gens qui traversent, donc je vais ralentir, parce que faut pas que non plus il puisse bousculer. S'il a une zone grande et qu'il voit loin, là il va pouvoir accélérer. Et tout ça, par contre, c'est des flux qu'il faut que nous on étudie pour savoir. La disponibilité du produit, à quel moment, et là, c'est ce qui va déterminer le nombre de robots qu'il y a dans l'entreprise, et puis justement, comment on va les interfacer aussi, parce que ça reste quand même assez précis, ça reste des machines, mais moi, toujours, à chaque fois, c'est que on a un obstacle, le robot va vous contourner, il voit qu'il y a un barrage, il y a des travaux, hop, il y a des travaux, il fait demi-tour et il va prendre un autre chemin. Et donc tout ça, il faut quand même qu'on puisse l'anticiper, parce que justement, il faut que le produit arrive au bon moment et au bon endroit. Donc voilà, ça c'est un vrai travail. Donc nous, c'est super, ça nous enrichit, ça nous fait réfléchir à plein de choses. Et quand on a des partenaires, justement comme Omron, qui connaissent bien ce produit-là et qui essayent de le promouvoir, parce que c'est une belle technologie, c'est vraiment du progrès. Voilà, c'est encore le métier d'intégrateur là-dessus est merveilleux. Voilà. Et je rajouterais même un petit point, c'est que on a de ces produits-là qui peuvent transporter une charge de 60 kg, mais on va avoir après des produits qui pourront transporter jusqu'à 1500 kg. Et là, c'est là où tout notre partenariat prend sens. C'est que nous, on fournit la quasi-machine qui est le robot mobile, et vous fournissez la machine complète avec le top. Donc vous allez pouvoir, par exemple, réaliser un top qui fait un convoyage. Ça, c'est votre expertise qui va nous permettre de proposer à notre client final la meilleure stratégie, la meilleure solution à mettre en place pour l'usine flexible. Je rebondis, un top, voilà. Un top, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le préhenseur, c'est le convoyeur qu'on met dessus, c'est ce que l'on va apporter sur cette machine-là,
comment on va transporter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un top dans le jargon de la mobilité, hein. Donc c'est important de signaler. Et du coup, voilà, on ne savait pas comment on l'appelait, donc tout le monde l'appelle le top. Bon, très bien. Nous, on appelle ça plutôt un préhenseur, parce que comme ça, on reste quand même dans notre métier, voilà, de base. Et du coup, ça veut dire que, en fait, c'est quoi la différence avec des robots mobiles d'avant? Parce qu'il y avait avant des robots mobiles. Aujourd'hui, vous appelez ça un AMR, je crois. Du coup, on a très bien compris toute l'intelligence qu'ils portaient. Est-ce que vous pouvez juste nous réexpliquer quelle est la différence entre avant et aujourd'hui? Parce que là, on parle de solutions d'aujourd'hui, on ne parle pas de solutions de demain, hein. Tout à fait. Et aujourd'hui, vraiment, hein, on était sur des technologies qui nécessitaient une infrastructure. Donc, c'est-à-dire que vous avez votre usine, vous allez modéliser un flux et vous allez devoir rester dans ce flux. Et en fait, l'AMR, lui, il apporte la mobilité dans le sens où le flux, c'est le fleet manager, voire c'est lui-même qui va pouvoir gérer complètement son flux complet. Donc on va avoir plein de petits robots qui vont naviguer de façon autonome dans l'usine. Ils vont être connectés avec le RP, avec le MES, etc. Et tout ça, ils vont pouvoir gérer le flux complet pour réaliser la mobilité de demain. Donc ça veut dire qu'avant, on disait au robot, je veux que tu ailles du point A au point B en passant par tous ces petits points, et s'il y a quelque chose qui te bloque, tu t'arrêtes. Tout à fait. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Et aujourd'hui, on lui dit, je veux que tu ailles au point B pour telle heure, après tu te débrouilles, c'est ça? C'est ça. Et en plus, comme ça, on va pouvoir configurer l'usine de demain avec des postes hyper flexibles. On va pouvoir avoir plein de postes hyper flexibles avec les robots mobiles qui viennent charger et décharger les machines. Alors, bien entendu, ça implique aussi moins de matériel. Avant, on faisait passer un colis à un autre avec du convoyage, avec tout un tas de choses. Il fallait qu'on organise l'usine, on va dire, autour de ça. Donc, il y avait beaucoup de déménagements. Là, grâce à ça, en fait, c'est plus la machine qui bouge, c'est le produit. Donc, c'est une autre réflexion, c'est une autre façon d'aborder les choses. Pour compléter ce que disait Astrid, c'est que effectivement, avant, le chemin était tracé, c'est-à-dire que voilà, vous êtes sur la route et on y va et on a des points d'arrêt, des gares, donc on s'arrête à la gare. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est-à-dire que la route n'existe même pas, on est dans un environnement, et l'environnement, en fait, c'est la machine qui s'adapte à l'environnement. C'est aussi une autre façon de penser les choses. Mais du coup, ça doit changer complètement la manière dont on réfléchit l'intégration, parce que on a toujours des flux entrants, des flux sortants. Qu'est-ce que vous regardez du coup quand vous faites l'implantation d'un tel système un peu autonome quand même? C'est totalement autonome, c'est totalement autonome. Nous on considère que effectivement l'opérateur il doit rester à son endroit pour pouvoir se concentrer à sa tâche qui est vraiment souvent quand même assez minutieuse. Et le robot, lui, il est là pour se promener, et donc du coup il faut savoir ce qu'on va produire, il faut savoir ce qu'on doit sortir. Donc on sait que maintenant la production, elle peut changer d'un jour à l'autre. C'est ce qu'on disait ce matin, grâce à ces armoires où on a tout un tas de produits qu'on doit rassembler, et puis hop, on va les assembler, et ça c'est en très peu de temps. Donc la mobilité, elle est là justement pour répondre à cette demande. En fait, quelque part, c'est la technologie qui s'adapte à la demande qu'il y a de demain, et demain, on ne sait pas où ça va aller. Ouais, en fait, les clients aujourd'hui, ils cherchent quoi? Ils cherchent un produit personnalisé, ils cherchent un produit qu'ils vont pouvoir commander depuis, par exemple, un instrument numérique, et en plus, après, ils cherchent un produit qu'ils vont avoir dans un délai court. Donc l'entreprise va devoir se réadapter et produire différemment. Parce qu'autrefois, on prévoyait pas de flexibilité, on avait un seul produit. Henry Ford, il disait par exemple que tout le monde peut avoir une Ford T à condition qu'elle soit noire. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir les choses comme ça. Aujourd'hui, l'évolution de la production oblige toutes les entreprises à pouvoir proposer des produits personnalisés. Donc, on l'a dit, une première stratégie, ça serait d'emmener tous les robots mobiles et ramener les différents produits. Mais imaginons, je ne sais pas, qu'on produise différents types de lunettes. Par exemple, vous avez des lunettes métalliques et Denis voudrait des lunettes plastiques. Donc ça va être des moyens de production différents. Si on veut rendre très flexible l'usine de demain, ce qu'on va pouvoir faire, c'est peut-être mettre les outils de production directement sur les robots mobiles. Comme ça, on pensera complètement l'usine différemment.
on aura le flux qui arrivera et les outils de production qui viendront s'accoster aux machines. Et donc on pourra produire les lunettes de Denis pendant, je sais pas, il y aura 20 lunettes en plastique, on chauffera pour produire ces lunettes, et après on pourra produire les lunettes de Camille juste après, et faciliter le changement de production d'un moment à l'autre, quoi. Ça pourrait être une stratégie. La dernière stratégie, ça va être d'imaginer qu'on mette un cobo sur un robot mobile. Ça, on en a déjà discuté ensemble. Ça fait partie des évolutions du marché qui sont hyper intéressantes. Donc ça, on va l'étudier ensemble pour pouvoir trouver la meilleure application et pour pouvoir le faire en toute sécurité. Donc, là, tout ce dont vous nous parlez jusque maintenant, on est sur des choses qu'on fait aujourd'hui. Oui. Et par contre, cette idée d'avoir un cobo sur un robot mobile, là, on est sur une innovation pour demain. Mais c'est demain ou après-demain? Alors, juste, le robot sur un chariot, ça existe. Par Oui. contre, le robot qui travaille sur le chariot en même temps qu'on se déplace, en fait, là, aujourd'hui, il y a des choses qui se font, mais en termes de sécurité, ça devient un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez le déplacement du chariot plus le déplacement du robot. Donc à partir de ce moment-là, les couples doivent être calculés parce que du coup, le robot qui bouge plus le chariot mobile, pour la sécurité des gens, ça peut devenir compliqué. Donc voilà, c'est là-dessus où il faut travailler. Alors, on a quelques petites pistes, qu'on dévoilera, j'espère, plus tard. Donc, mais voilà, ça fait partie des choses et Omron est tout à fait dans l'air du temps par rapport à ça et on travaillera ensemble sur ce produit-là. Voilà. Et avec Veritas aussi, puisque du coup, on implique forcément un organisme de contrôle. Et du coup, vous parlez beaucoup de ensemble, à deux, etc. Du coup, vous, Omron, qu'est-ce que vous apporte le fait de travailler avec Engie Solutions? C'est toute l'expertise d'Engie associée à nos produits qui va permettre de produire une usine hyper flexible et hyper agile. En fait, Engie va pouvoir penser, par exemple, ce qu'on disait tout de suite il y a 2 minutes, on parlait de robots collaboratifs sur robots mobiles. Donc ce que Engie va devoir penser, c'est la sécurité de cet ensemble-là. Et comme vous dites, vous travaillez là-dessus. Nous, notre devoir, c'est de vous aider, à vous accompagner à réaliser ces ensembles-là. Mais vous, votre devoir, c'est cette expertise-là que vous allez apporter pour créer des machines, les machines du futur, j'ai envie de dire. Ouais, donc là, on est vraiment sur une dimension de recherche et développement appliquée à vraiment des choses qui vont avoir lieu demain. Et c'est là que la collaboration prend tout son sens, en fait. C'est aussi la puissance du groupe. Donc, Engie Solutions, elle est aussi, veut réindustrialiser en France. Il y a tout un tas de choses qui se passent. Et puis, comme c'est marqué derrière, la robotique au service de l'humain. Donc ça, c'est quand même important. Et du coup, ça fait partie aussi de nos ambitions. Et on est en plein dedans. D'où l'endroit, ce bel endroit qui a été fait. C'est justement pour concevoir des nouveaux concepts de machines et toujours au service de l'humain. À la fois un lab et une maison où on travaille ensemble. Tout à fait. C'est un lieu de rencontre ici. Voilà. Donc, on invite nos partenaires. On a des très bons partenaires. Ils ont été choisis et c'est avec eux qu'on travaillera. Donc, chacun s'assemble et puis du coup, on devrait faire des belles choses. J'espère, j'en suis sûre plutôt. Du coup, je me tourne un peu plus particulièrement vers vous, Astrid, parce que j'imagine quand même que vous êtes en train vraiment de vous poser la question de à quoi ressemble la robotique de demain et plus particulièrement à quoi ressemble la mobilité de demain, parce que c'est un peu le cœur d'Omron et sa vision de la robotique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'idée, c'est vraiment d'avoir une usine très flexible via ces différents produits. Donc que ce soit de la robotique mobile, de la robotique fixe, mais la robotique fixe aussi associée à la vision, pourquoi pas. Et tout cet ensemble-là va nous permettre de réaliser des lignes très flexibles. Vraiment, le but, c'est de pouvoir avoir une ligne de production qu'on va construire sous la forme de blocs, une usine Lego, quoi. On va pouvoir faire venir un outil de production, un autre outil de production, et recréer la ligne comme on souhaite. Mais par contre, ce qui est nécessaire de penser quand on crée des lignes comme ça, des lignes Lego, c'est l'interconnectivité. Parce que si il s'avère qu'à chaque fois que vous devez reconfigurer vos équipements, vous devez encore recréer une passerelle, etc., ça ne fonctionnera pas. Alors, Omron travaille sur cette thématique de façon à ce que ça soit le plus facilement intégrable et intégré.
Et donc on travaille par exemple avec de l'IE-Link, de l'EPCUA, pour permettre une plus grande flexibilité et pouvoir dialoguer très facilement. Donc ça va nous permettre de voir l'usine du futur. Et c'est là du coup que Denis vous remercie parce que vous pensez à nous quand vous concevez vos solutions. Et oui, et on pense aussi à Omron. En fait, c'est un partage. Donc, on a besoin forcément de fournisseurs et de fournisseurs de qualité pour pouvoir intégrer. Et le fournisseur se doit aussi à lui de nous proposer des choses qui sont opportunes. Donc, et là, c'est tout le sens du partenariat. Voilà. Et du coup, on est ici, peut-être profitons-en. On a derrière nous un très bel exemple de collaboration entre Omron et Engie Solutions. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous le détailler un petit peu? Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de temps pour ça? Je vous invite à rejoindre sur le site, on a les vidéos qui correspondent à ça. Donc là, on est sur du palettiseur, donc palettiseur dit collaboratif. L'avantage, c'est que justement, on a une interface qui est capable de s'adapter aussi bien sur des robots, on va dire plus traditionnels, fixés, et puis sur du robot collaboratif. C'est-à-dire que suivant les flux, suivant les cadences, on va choisir le bon type de robot, la bonne machine, et toujours avec la même interface. L'interface est importante puisqu'on intègre les robots justement dans l'usine. Les gens doivent être capables de l'utiliser facilement. Et donc du coup, qu'on passe d'une machine à une autre, c'est toujours la même chose. Voilà. C'est vraiment faciliter la vie de l'opérateur pour qu'il puisse se concentrer sur sa tâche. Et donc du coup, là, on a donc un carton qui arrive sur le rail qui est derrière. Alors non, c'est pas tout à fait ça. C'est que on vient en fait imaginer, il y a un carton qui est demandé sur une autre machine. On a la palette qui est là. On vient prendre le carton, on vient le remettre en référence pour pouvoir le mettre sur le robot mobile. Et le robot mobile emmène ça à la machine qui le désire. Voilà. Et ça, Astrid, des applications comme celle-ci, vous en avez vu beaucoup? On est sur quelque chose que je peux avoir demain dans mon usine? Bah oui, c'est une chose qu'on peut avoir demain dans notre usine, en effet. Et ce qu'on va pouvoir en plus rajouter comme élément supplémentaire, c'est qu'on va pouvoir rajouter de la traçabilité, on va pouvoir rajouter des équipements de vision qui vont nous permettre de valider ce qu'on est en train de faire, penser à toute la maintenance, etc., qu'on va pouvoir réaliser autour de ça. Mais ça, c'est ce qu'on peut avoir déjà demain. Là, on y est, là, le partenariat Engie Omron, il fonctionne. Donc ça, c'est une machine que vous pouvez avoir demain livrée dans l'usine, dans votre usine. Donc ça veut dire... Oui, pardon, Denis. C'est le principe de la machine standard. Ce qu'on a voulu, c'est des machines standards, donc à des prix qui sont forcément assez économiques puisque les études sont faites, etc. Donc on propose des machines standards, tout à fait. Voilà. Et du coup, ici, si on a des choses à essayer, on peut le faire. On a les robots, nos partenaires nous prêtent les machines, nous on les met en route et puis on travaille ensemble là-dessus. Voilà, c'est le but aussi de ce showroom cette fois-ci. Oui, voilà. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre que vous faisiez des rendez-vous avec des systèmes de lunettes connectées pour qu'on puisse faire les essais à distance aussi. Ça peut être pratique en ce moment Alors oui, alors, nous on utilise les lunettes connectées aujourd'hui essentiellement pour faire du montage. Parce que le principe d'Engie, c'est de pouvoir monter proche de nos clients. Donc du coup, quand on a les gens qui fabriquent dans un autre Engie Solutions, dans un autre local, s'il a une difficulté ou s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, il met les lunettes connectées et nous d'ici, on est capable de l'aider ou de dire ah bah oui effectivement il y a quelque chose qui ne va pas au montage, donc on va modifier ça, ce qui fait on est très très réactif et on évite aussi aux gens de se déplacer en permanence. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Et pendant la semaine de la robotique, ces lunettes connectées sont revenues ici pour qu'on puisse, vous qui nous regardez, vous faire découvrir un peu cette petite technologie assez sympathique. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cette explication et cette introduction sur la robotique, la collaboration, la mobilité et du coup la flexibilité, l'agilité. En fait, c'est infini les apports de ce duo. Et on va aller prendre quelques secondes pour
boire un verre. Je pense qu'un verre d'eau, ça nous fera du bien. On est des passionnés. Oui, bien sûr. Et on vous rejoint dans quelques secondes pour la partie questions-réponses. Merci.